Excellent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie déjà d'être là, si nombreux. Je remercie les orateurs, les organisateurs de m'avoir invité. Là où je les remercie un peu moins, c'est sur la question qu'ils m'ont confiée, mais on va essayer d'y répondre. Le sujet du topo, c'est donc « Dois-je admettre d'embellie ce patient avec un cancer métastatique ?» Donc, je suis Frédéric Gonzalez, comme il l'a dit Franck, je suis réanimateur à Paoli Calmette. Paoli Calmette, c'est un centre de lutte contre le cancer, donc il n'y a que des patients cancéreux. Donc, quand on nous appelle, moi je fais que de la réanimation, quand on nous appelle pour prendre un patient en réanimation, il a forcément un cancer. Et c'est la deuxième partie de la phrase qui compte, est-ce qu'il est métastatique ou pas. Et finalement, vous verrez que nous, on ne s'en occupe pas trop. Cette question-là, pourquoi on se la pose, c'est pas nouveau. Hein. Je pense que nos aïeux, nos maîtres, nos professeurs se la posaient déjà dans les années 90. Parce qu'effectivement, quand on se pose la question de prendre un patient en réanimation, il y a toujours est-ce que je fais bien de le prendre, est-ce que c'est pas. Et j'utilise volontairement ce mot-là de l'acharnement thérapeutique. Mais si je ne le prends pas en me disant, franchement, ce malade, il n'a aucun bénéfice à venir en réanimation, est-ce que si je me trompe, il n'y a pas une vraie perte de chance? Et donc c'est toute la question qui se pose dans l'admission en réanimation d'un patient qui a des comorbidités et ou un cancer et ou des métastases. Et moi, quand j'étais interne, c'était il y a un certain temps déjà, un interne de l'an 2000, mes maîtres avaient déjà répondu à la question. C'était assez simple, c'était non. Est-ce qu'il faut prendre un patient cancéreux métastatique en réanimation? Non. Donc et pourquoi? Parce que les études qui étaient faites, et c'est vrai qu'elles étaient assez convaincantes, c'était vous prenez un cancer du poumon métastasé, il est en détresse respiratoire, on l'intube, il meurt. 80, 90, 100% de mortalité en réanimation, donc la réponse était assez claire. C'était un petit peu les mots-clés quand on nous appelait métastase, pas d'admission, trouble des fonctions supérieures, démence, pas d'admission. Et donc la question était simple. Alors pourquoi on se la repose maintenant? Toujours la même, en 2019, est-ce qu'il faut que j'admette ce patient d'embellie alors qu'il a un cancer métastatique? Parce que les choses ont évolué. Alors déjà, on s'est rendu compte, il y a eu cette étude-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une étude de Saint-Louis, début des années 2000, donc quand on a commencé à se reposer des questions, où ils ont pris les patients pour lesquels ils étaient appelés, pour un avis, est-ce qu'il faut le prendre ou pas. Donc c'est une petite cohorte, mais quand même, qui commence à chiffrer. Et puis, ils se rendent compte que finalement, quand on refuse les patients parce qu'ils sont trop graves, et trop grave, ça veut dire trop grave médicalement parlant, mais trop grave dans les antécédents, notamment le cancer métastatique, on se trompe quand même une fois sur 4. Parce qu'il y en a un quart qui sort vivant de l'hôpital pour ces malades qui étaient, on va dire, pas éligibles à la réanimation, alors qu'ils étaient graves. Et puis dans l'autre sens, on se trompe aussi parce que ceux qu'on trouvait trop bien pour la réanimation, finalement, quand on se trompe, ils meurent plus, et c'était une bêtise de ne pas les avoir pris. Il y a quand même 25% des patients qu'on avait jugés pas très graves qui meurent. Et quand on les prend dans un deuxième temps, parce qu'on a un peu traîné, parce qu'on ne les a trouvés pas assez graves, ils meurent plus que si on les avait pris d'emblée. Donc on s'est dit, on ne fait pas bien, on ne sait pas faire. Et donc il faut peut-être qu'on arrête de dire, ces patients-là, je sais, donc je ne prends pas. Puis qu'est-ce qui a changé? C'est le pronostic. Alors peu importe, c'est juste de voir la tendance de la courbe. Quand on prend les patients, et là c'est tout mélangé parce que c'est un petit peu la littérature, malheureusement jusqu'à quelques années récemment, ils mélangeaient tout. Un cancer, c'était un cancer, donc un cancer solide, c'était pareil qu'une hémopathie, c'était pareil qu'un cancer métastasé ou pas. Donc on prenait tous les patients qui étaient codés cancer, on les mettait dans des études, mais quand même, quand on les différencie un petit peu, on voit que même les cancers solides, je ne sais pas si vous voyez les points des cancers solides, mais le pronostic s'améliore, que ce soit à la réanimation, en réanimation. Et quand on voit la mortalité en réanimation des patients, quand on arrive maintenant, là 2017-2018, pour des patients qui ont des cancers solides, on est quand même assez haut, c'est pas 10, 20, 30%. Et puis même après, on pourrait se dire c'est bien, est-ce que c'est vraiment l'objectif dans la vie de sortir un malade vivant de réanimation pour qu'il meure dans les étages ou en SSR?
Mais même après, et même à 1 an, la mortalité, bon, forcément ça baisse, hein, mais à 1 an, on est quand même à 40% de survie. 40% de survie, ça peut paraître peu, et effectivement, c'est... Mais quand on le compare, alors ça c'est une autre étude qui montre la même diminution de la mortalité que chez les cancers solides. Avec l'un, ils font... C'est drivé par l'équipe de Saint-Louis, donc ils expliquent aussi qu'il y a quand même un effet centre et que probablement le fait d'avoir plus de patients cancéreux chaque année fait qu'on fait peut-être un peu mieux pour des raisons d'organisation ou d'admission plus précoce. Enfin, ils n'arrivent pas à savoir pourquoi, mais en tout cas, ça fait mieux. Mais même dans les petits centres, la mortalité s'améliore. Alors, on pourrait se dire, 40% de survie à 1 an, c'est quand même pas terrible. Et quand on regarde là, c'est que des... J'ai pas mis les références parce que sinon ça aurait chargé la diapo, mais c'est des registres nationaux, que ce soit en Australie, dans des pays occidentaux, aux États-Unis, des registres nationaux, et puis des études de grande ampleur européennes qui rapportent la mortalité récente. Et là, c'est que des cancers, ce que je vous ai mis en bas, c'est que des cancers métastasés, c'est des stades 4. Donc, et quand on voit la survie à 1 an, par exemple, d'un cancer qui était terrifiant il y a encore quelques années, le mélanome. Vous prenez survie à 1 an d'un mélanome métastasé, hein, pas un mélanome métastasé, et on est à plus de 50%. La prostate ou le sein chez la femme, ça on le sait un peu plus, mais on peut vivre très longtemps avec ses métastases et son cancer. Et quand on regarde des patients qu'on prend un peu plus régulièrement, un peu plus tous les jours, on va dire, pas à l'IPC évidemment, parce qu'à Paoli-Calmette, on ne les voit plus, mais là où j'étais avant, on travaillait dans une rue polyvalente où on avait tout ce genre de malades. Une cirrhose, que j'ai mis à peu près au milieu là, une cirrhose avec une hémorragie digestive, c'est quand même dans certains quartiers assez banal. On est à 40 et quelques % de survie à 1 an. Et pourtant, on ne se pose pas tellement la question, à part le cirrhotique qui est blindé de comorbidité et qui a autre chose. Mais sinon, on vous dit, j'ai un cirrhotique qui saigne aux urgences, il est en choc, tu le prends, on ne se pose pas trop la question. À côté, c'est l'insuffisance cardiaque qui a déjà hospitalisé deux fois dans l'année. Il a fait deux décompensations cardiaques, pas forcément en réa, hein, ça peut être en salle. Et puis là, on vous appelle pour le énième décompensation cardiaque, mais là, il est moins bien, il pisse plus, il faudra dialyser. Est-ce que tu peux le prendre ? Et c'est quand même, à 1 an, le 60% de survie, ce qui est moins que le prostatique ou le cancer du sein avec ses métastases. Je ne vous fais pas toute la suite, mais vous avez le BPCO, Gold 3, qui lui aussi survit pas beaucoup plus que nos cancéreux métastasés. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez être BPCO, Gold 3, cancéreux métastasés, mais là, on les a séparés. Et puis, vous avez le poumon. Alors lui, le poumon, effectivement, le cancer du poumon métastasé, je l'ai mis en dernier. Là, on est à moins de 20% de survie à 1 an. Et puis, si on prend les mêmes et qu'on voit ce qu'ils deviennent quand on les prend en réanimation, alors j'ai volontairement exclu les patients qu'on prend chirurgicaux, hein, parce que quand même la grande masse des cancéreux métastasés qui vont être proposés à la réanimation, c'est du post-opératoire. Mais ceux-là, ils ont une mortalité, une évolutivité complètement à part. Et je pense, enfin tout le monde pense d'ailleurs, qu'il faut les exclure des études parce que ce n'est pas les mêmes patients, quoi. La chirurgie élective d'un cancer métastasé, on ne se pose pas tellement la question de le prendre à la réanimation. On a raison parce qu'ils meurent très peu. Ils ne meurent pas plus que s'ils n'avaient pas de cancer métastasé. Et on voit, pareil, que finalement, ceux-là en réanimation, ils ont tous les cancers que je vous ai mis encore sont des stades 4 métastasés. Ils ne survivent pas beaucoup moins que des patients qu'on prend tous les jours. Donc le côté, le patient métastasé, de toute façon, son avenir est derrière lui, son espérance de vie est tellement faible qu'on ne se pose pas la question de le prendre, c'est pas vrai. Encore une fois, j'ai mis le cancer du poumon en dernier parce que lui, malheureusement, il reste grévé d'une lourde mortalité. Et encore. Alors pourquoi ça a changé ? Probablement pour plein de raisons. Je pense que je vous ai quand même convaincu que la mortalité du cancer métastasé n'était pas si terrible que ça. Pourquoi ça a changé ? Parce qu'il y a des traitements, et probablement vous ne suivez pas forcément ça de très près, mais il y a des traitements contre le cancer qui sortent toutes les semaines. Et il y a des études qui montrent des choses qu'on n'avait même pas imaginées il y a encore quelques années. Et sans faire le vieux, c'est vraiment assez spectaculaire puisque que ce soit l'immunothérapie, la thérapie ciblée ou même la prise en charge en réanimation, on a appris à les connaître ces patients, alors qu'avant,
vu qu'on ne les prenait pas, on ne les connaissait pas. Et puis à force de les prendre, on s'est un petit peu amélioré sur la prise en charge. Et puis il y a tous les progrès de la réanimation en soi, hein, que ce soit le choc septique, le SDRA, la ventilation du SDRA. On a fait des progrès, on a amélioré le pronostic des patients, des pathologies elles-mêmes. Et quand un patient cancéreux présente cette pathologie, il bénéficie des progrès de la réanimation dans ces domaines. Mais quand on voit la croissance entre 2005 et 2015, et si on avait les stats pour les années suivantes, de l'explosion des nouvelles thérapies, on comprend bien que de fixer le pronostic d'un cancer métastasé, alors qu'il y a 7, 8, 10 nouvelles molécules par an qui sont en cours d'essai et de développement, avec des survies qui s'allongent, on ne sait même pas quelle est en fait la médiane de survie de ces patients. Parce qu'on ne l'a pas encore dépassé peut-être pour certaines molécules. Et le poumon, je vous dis, le poumon c'est dramatique, c'est terrible, je l'ai mis tout au bout, moins de 20%, et puis il y a ça. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, c'est des études, et il y en a encore eu 2 cette année, c'est du cancer du poumon, pas du petite cellule, métastasé, stade 4, à qui on fait de l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie, sans rentrer dans les détails, mais là, c'est des molécules qui vont finalement... Il y a des cellules tumorales qui apprennent à désactiver un petit peu les lymphocytes T qui étaient censés leur faire la peau. Et avec l'immunothérapie, on arrive à réverser ce mécanisme et à faire en sorte que les lymphocytes T refassent leur travail. Et là, quand on voit, on est quand même sur du 12 ou du 24 mois dans du cancer du poumon métastasé stade 4, et on a des survies, des courbes de survie, 60%, 40% à 24 mois, ce qui n'est pas... ça n'existait pas il y a encore quelques années, ça. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous, tout le monde se dit, oui, mais ça, c'est pas des patients, c'est pas le patient qui arrive en réa. C'est le patient, il est super bien, il fait du sport, il est PS 0 ou 1, parce que sinon il n'aurait jamais été mis dans l'étude, et c'est vrai. C'est vrai, c'est des patients sélectionnés. Mais quand même, ça pose question. Si on fait le mélanome métastatique, qui est, à mon avis, qui a aussi mauvaise presse que le poumon métastatique, et ben on a la même chose. On est sur des courbes de survie. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est en train de regarder la survie à 60 mois. On est à 5 ans d'un mélanome métastatique. Donc c'est des choses qui quand même changent tous les jours, ça c'est cette année. Hein. Donc c'est impossible, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir dire je connais le pronostic de cancer solide métastatique de ce patient. Et puis il y a ça, je pense que ça on l'a tous aussi vécu. C'est le cancer du poumon multimétastasé qui arrive en réanimation pour une détresse respiratoire, au diagnostic. Et lui, c'est un vrai, hein, c'est un cas de l'équipe dans laquelle j'étais juste avant. Et il arrive en SDRA, il est sous Optiflow, on a le temps de lui faire la radio, le scan, il se dégrade rapidement, il fait le SDRA, le DV, enfin tout comme il faut. Et puis on se dit, on lui fait quand même alors c'est une autre thérapie ciblée, c'est les inhibiteurs de tyrosine kinase, peu importe. On lui fait, sans même savoir s'il avait les mutations qui vont bien, en sauvetage. Et vous avez la radio avant, après, à 3 semaines. Et le scanner, c'est ça. Et donc ce patient, il était intubé, ventilé sur le ventre, avec le NO si vous y croyez, tout ce qu'il faut. Et il a nettoyé son scanner. Bon, il est mort. Mais il est mort d'autre chose. Mais il a nettoyé son scanner. Et donc la question se pose toujours, est-ce qu'il faut que j'admette dans mes lits ce patient avec un cancer métastatique? Parce que finalement, oui, le pronostic, il change. On peut, à mon sens, même plus le fixer pour un individu donné avec tout ce qu'on peut lui proposer maintenant. Et on aura peut-être les réponses. Par exemple, pour revenir sur le cas précédent, on n'a pas encore diffusé les résultats, mais je peux vous le dire un peu. On a fait une étude, enfin ils ont fait, j'ai participé, une étude sur, on a repris tous ces malades-là, en fait, mais on en avait en tout 30 sur plusieurs centres. Il y en a quand même 21 sur 30 qui étaient métastasés. Il y en avait 17 sur 30 qui ont été intubés, ventilés.
et qui ont reçu donc les inhibiteurs de tyrosine kinase en réanimation alors qu'ils étaient en vrac. Et là-dessus, on a quand même 70% de survie sortis vivants de réa et plus de 50% sortis vivants de l'hôpital. Donc c'est des patients avec des cancers multimétastasés du poumon, chez qui on fait un traitement spécifique en réanimation alors qu'ils sont en détresse respiratoire, voire intubés ventilés, et il y en a 70% qui sortent vivants de la réa. Enfin, moi je trouve ça bluffant, vraiment. Donc ça remet en question beaucoup de choses, et donc la question se pose toujours, est-ce qu'il faut que j'admette ces patients multimétastasés dans mes lits? Je ne sais pas si j'ai réussi à faire bouger vos positions pour l'instant, mais si vous êtes toujours convaincus, on peut quand même, de ne pas les prendre, je veux dire, il faut quand même peut-être bouger notre façon de réfléchir, essayer de comprendre comment il faut raisonner face à un patient donné et pas rester dans le dogme de généraliste du cancer métastatique. Parce qu'on pourrait se dire pourquoi on ne les prend pas tous alors. Il nous dit le pronostic c'est super, on va tous les sauver, l'immunothérapie c'est un miracle, on les prend tous. Pourquoi il se pose une vraie question de ne pas tous les prendre? Ça soulève le problème de ce qu'on appelle l'admission inappropriée. Donc l'admission inappropriée, pourquoi c'est grave en fait de prendre un malade qui n'aurait jamais dû venir en réa parce que c'est pas sa place, parce qu'il est trop grave et parce qu'il va mourir? Ben, ça fait du mal à tout le monde. Ça ne fait pas du mal qu'au patient lui-même, parce qu'effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'est pas maltraitant de prendre un patient, de l'intuber, de le ventiler, de le dialyser, alors qu'on sait que c'est perdu d'avance? Ça fait et ça on a un peu plus ça tombe sous le sens, ça fait du mal à la famille, parce qu'ils vont venir des jours et des jours, ils vont être en haut, en bas, on a monté un peu la FiO2, voilà, il va mourir, on a baissé un peu la FiO2, la noradre est passée de 5 à 3, puis 4. Bon, ouais. Donc ils vont passer par des hauts et des bas émotionnels et beaucoup de souffrance pour rien. Et puis pour le personnel. Pour le personnel, parce que quand on commence à douter du sens de ce qu'on fait à chaque moment, forcément, on souffre. Il y a de la souffrance du personnel, et cette souffrance, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'observer, mais il y a ces chambres où on n'ose même plus rentrer, parce que le malade ne ressemble plus à rien, parce qu'on se demande ce qu'on fait, parce qu'on n'arrive pas à arrêter, parce que la discussion collégiale n'aboutit pas. Et ben pour les soignants, nous ça va, on fait la visite, ça ne dure pas si longtemps que ça, on fait les presses. Mais pour les soignants, c'est terrible. Et on voit et ça c'est prouvé, hein, on voit des comportements qui deviennent à la limite de la maltraitance. On concentre tous les soins pour rester le moins longtemps possible dans la pièce. On ne parle pas trop famille, même le patient, des fois on n'ose même plus le toucher. Donc c'est délétère pour tous les niveaux, que ce soit le patient, sa famille ou les soignants. Et je pense que même pour les médecins qui pourtant font souvent un peu les durs, c'est difficile de se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire en fait là. Et donc l'admission inappropriée, c'est délétère. Je vous passerai, parce que ce n'est pas trop mon sujet et mes convictions, le côté purement économique de la chose. Mais c'est une vraie question qui n'est pas qu'économique, qui est éthique, hein, de savoir s'il faut prendre un lit de réa et autant d'argent pour des patients dont on sait qu'ils ne vont pas s'en sortir. Alors pourquoi ? Donc comment on va faire? Parce que là, on a l'impression que les thérapeutiques, elles ne font qu'améliorer le pronostic. En même temps, on ne peut pas tous les prendre pour voir. Je fais un résumé, un raccourci. Donc ce que je vous propose, c'est une façon un petit peu individualisée de réfléchir. Et qu'est-ce qui va vraiment, et là pour le coup, il n'y a plus de doute possible, qu'est-ce qui va vraiment déterminer si votre malade porteur d'un cancer métastasé va passer le cap ou pas? C'est le performance status. Alors ça, un patient qui est déjà grabataire, enfin au PS3-4, avant même qu'on lui propose la réanimation, je pense que c'est plus qu'un warning sur est-ce qu'il faut vraiment prendre ce patient en réanimation. L'autre chose, c'est est-ce qu'il y a des alternatives thérapeutiques? C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore un projet oncologique, au-delà du projet de réanimation, est-ce qu'il y a un projet oncologique à la fois viable en termes de probabilité de fonctionner et viable, enfin on va dire réaliste sur le délai d'action. Parce que si on vous promet j'ai un nouvel anticorps, je ne sais pas quoi, mais ça met 3 semaines à agir, alors que le patient il est en défense multiviscérale et choc septique, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il va vraiment, dans l'absolu, est-ce que le projet réanimatoire il est réaliste de se dire on va le tenir 3 semaines
le temps que le traitement marche. Et puis il y a l'évolutivité. Et ça, c'est vraiment... Est-ce que ce cancer, il était certes métastasé, certes en deuxième ligne, mais il était stable. Avant qu'on vous l'adresse pour la réanimation, son cancer, il est peu évolutif. Et donc un cancer, même avancé, même métastasé, avec des options thérapeutiques crédibles et qui est plutôt bien contrôlé jusqu'à présent, c'est les vrais déterminants plus que la médiane de survie en soi. Et puis évidemment, il y a le nombre de défaillances d'organes au moment où on vous l'adresse. Parce qu'au moment où on vous demande l'avis, si le malade est déjà trop grave pour la réanimation, je crois que c'est vain de se poser des questions. Et dans tout ce que je vous ai dit, on a oublié le plus important, c'est le patient. Parce que finalement, vous allez vous épargner des décisions, des discussions difficiles ou des situations confortables si on a un petit peu anticipé en amont les volontés du patient. Et ça, on passe souvent outre. Et pourtant, mais c'est malheureusement pas de notre responsabilité, les oncologues, il y a quand même des warnings. Parce que j'ai beau être optimiste sur le projet thérapeutique et le pronostic, quand un patient avec un cancer métastasé du poumon, avec un épanchement pleural jusque-là, qui est déjà PS2 avant d'arriver, qui a du mal à respirer, on sait que ça va mal se passer. Son épanchement pleural, il va pas diminuer et qu'à un moment, il va avoir du mal à respirer. Et là, tous les warnings auraient dû faire qu'on appelle le réanimateur avant et on en discute avant. Parce que comme ça, on a le temps de voir la famille, on a le temps de demander aux patients comment ils voient l'avenir. C'est des patients qui, quand même, le cancer solide, en tout cas, c'est une évolution. On voit à peu près où on va. C'est assez linéaire. Ce n'est pas le patient d'hématologie qui a la leucémie où l'évolution elle est beaucoup plus en marge d'escalier, en à-coup, de façon imprévisible. Donc discuter avec les proches, la famille, l'oncologue, le patient, pour déjà à la base essayer de déterminer un projet thérapeutique, ça me paraît la première chose à faire. Après, il faut analyser la nature de la détresse. Et ça, c'est très important. Je pense que le côté réversible de la nature de la détresse a tout son poids dans la décision. Ce n'est pas du tout pareil, et je pense que vous en conviendrez, que le plus métastatique des patients cancéreux, s'il fait un OAP grave, et ça arrive, hein, l'OAP asphyxique, vous n'avez même pas le temps d'essayer quoi que ce soit d'autre que de l'intuber dans sa chambre, il est rapidement réversible, sans séquelles, et il y aura peu d'impact sur le projet thérapeutique au long cours. L'oncologue pourra continuer à lui administrer des traitements. Le même patient qui fait le choc septique sur son infection de KT ou de porte-à-4, on lui enlève le porte-à-4, on lui met les antibiotiques qui vont bien, un peu de noradré, et 48 heures après, il est sorti. Et il n'a rien perdu en performance status, il n'a rien perdu en potentiel de soins oncologiques purs. L'insuffisance rénale aiguë obstructive. On va lever l'obstacle et puis ça va aller. Donc la réversibilité de la détresse, c'est aussi important que le reste. Et puis un dernier, mais il faut quand même y penser, c'est le pronostic de la maladie oncologique. Je ne le mets pas sous le tapis. C'est vrai que c'est important. Il y a quand même des cancers qui ont moins de 3 mois d'espérance de vie, malgré tout ce qu'on veut dire. Et là, je pense que ça doit quand même rentrer en ligne de compte dans la décision, même si c'est qu'un OAP. Et donc on arrive quand on ne sait pas. Finalement, le performance status, il est ni à 0,1 ni à 4,5, il y a 3. La réversibilité, je ne sais pas trop ce qu'il fait en fait, hein, quand il est en train d'étouffer. Est-ce que c'est une pneumonie ou un OAP des fonce-gourds. Et puis son cancer, il n'est pas si bien que ça, mais il est à 9 mois, 1 an. Donc là, on est dans la zone grise. On ne sait pas quoi faire. Il y a ce concept qui, à mon avis, est très intéressant. Les deux courbes, c'est en haut ceux qui meurent, en bas, enfin ceux qui vont vers le bas, ils survivent. C'est le nombre de défaillances verticales et le temps en abscisse. Et donc on voit que finalement ceux qui survivent, ils améliorent leur défaillance assez rapidement et que ces courbes se croisent et se séparent assez vite. Et donc c'est le concept de réanimation d'attente, c'est-à-dire quand on ne sait pas tellement, la meilleure façon d'être, on va dire, de ne pas être déraisonnable, mais de ne pas faire perdre de chance aux patients, c'est d'essayer. Mais ça, la théorie, elle est assez séduisante. Mais en pratique, il faut des équipes qui sont très entraînées.
Parce que le risque de ça, c'est-à-dire je le prends et je réévalue à J4, J5, J10, J14, selon les équipes, il faut s'y astreindre. C'est-à-dire qu'il faut avoir discuté avant avec l'oncologue, avec les réanimateurs, surtout avec la famille, pour leur expliquer que, et notamment dans les cancers solides, on va dire, alors il n'y a pas de cut-off, hein, mais à J4, J5, s'il fait que gagner des points de SOFA, on ne va pas le tirer de là. Il va mourir. Et donc ça ne sert à rien d'essayer de le réanimer 15 jours pour être bien sûr qu'il va mourir. On peut tout arrêter. Et donc il faut avoir passé un contrat qui est clair avec tous les intervenants pour dire on va faire full code, réanimation maximaliste, mais à J3, 4, 5, on arrêtera si les choses ne s'améliorent pas. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense que vous avez compris que ça a changé, que ce n'est pas si simple et qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut vraiment se prémunir de quelque chose qui est très pervers. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ça. Mais l'exemple typique, c'est la pénurie d'essence. Hein. Il y a eu ça il n'y a pas longtemps. On annonce le vendredi soir que toutes les raffineries vont être bloquées, qu'il n'y aura plus d'essence lundi. C'est vrai ou c'est pas vrai, on ne sait pas. Les infos disent ça. Donc tout le monde prend sa bagnole avec des jerrycans dans le coffre et se rue vers les stations-service. Et du coup, lundi, il n'y a plus d'essence. Parce qu'on a dit qu'il n'y aurait plus d'essence, les gens ont fait comme s'il n'y aurait plus d'essence, donc ils ont vidé toutes les stations-service et il n'y a plus d'essence. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire on annonce quelque chose qui n'est pas forcément vrai, mais qui finit par arriver parce que ça induit un comportement, rien que par l'annonce de l'information. Et ça existe dans notre domaine, à deux niveaux essentiellement, je dirais. C'est dans les études, parce que les études qui nous proposent, qui nous présentent en tout cas des résultats catastrophiques sur les patients de réanimation avec des cancers solides métastasés, il n'y a jamais les données sur les patients qui sont limités, quand est-ce qu'ils sont limités, à quel moment ils sont limités, et tous ceux qu'on n'a pas pris avant. Et en fait, la prophétie autoréalisatrice, elle est à quel niveau? Elle est, ce patient, il est cancéreux avec des métastases, donc il va mourir, donc je ne le prends pas, ou donc je le limite à J2, donc il meurt. Donc j'ai des taux de mortalité de patients cancéreux multimétastasés élevés. Donc il faut vraiment se méfier de ça, et elle existe aussi à l'inverse, peut-être un petit peu plus vertueux, mais justement parce qu'on prend plus ces malades, parce que toute la littérature des années 90 nous avait dit de ne pas le faire, on sélectionne mieux les malades. Du coup, on a des malades qui sont plus viables, on va dire, en réanimation, donc la mortalité s'améliore. Et peut-être que les résultats que je vous ai montrés sur l'amélioration de la mortalité, c'est aussi une prophétie autoréalisatrice, dans le sens, comme on a sélectionné les malades qui vont bien, bah, ils vont bien. Donc il faut vraiment se méfier de ça, et je vous enjoins à regarder tout ce que je vous ai montré et tout ce que vous lirez peut-être avec l'idée de ça. Alors, on ne peut pas faire l'étude qui pourrait s'affranchir de tout ça, où on se dit, bah, tiens, on va prendre les patients, on va leur dire, bah, vous signez, si vous voulez, pour être réanimé, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout pendant 28 jours, parce qu'on veut voir la mortalité à 28 jours. Parce que ce n'est pas éthique, hein, on ne peut pas demander faire de l'obstination déraisonnable, c'est interdit, on ne peut pas. Mais on ne l'a pas, cette étude, du coup, on ne sait pas, pour tous ces patients, jusqu'où ça pourrait aller si on les réanimait comme des bêtes. Tant mieux, hein, mais... Alors, on ne l'a pas, oui et non, parce qu'il faudrait se poser la question, mais je vous laisse vous la poser, sur les essais de phase 1 précoce, où on dit que comme ils sont dans une phase 1 précoce, il faut voir jusqu'où ça va. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Donc, je reviens à ma question. Je vais regarder l'heure, je suis désolé. Est-ce qu'il faut que dois-je admettre dans mes lits ce patient avec un cancer métastatique? Donc, je pense que vous avez compris que moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Je pense c'est sûr qu'il ne faut pas être aussi systématique qu'on l'a été, et peut-être que la réponse est que la question, ce n'est pas la bonne. Et je pense que la question, ce n'est pas la bonne, parce que finalement, elle est fausse à tous les niveaux. Quand on la regarde, dois-je admettre... Alors, dois-je bon, le verbe devoir, on ne va pas faire d'explication de texte, mais le verbe devoir, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Est-ce que c'est dois-je médicalement, dois-je éthiquement, dois-je moralement, déontologiquement, je ne sais pas. Et surtout, c'est le jeu qui me gêne, parce que éviter surtout de décider tout seul.
c'est quand même une décision de limitation. De ne pas prendre un patient en réanimation, c'est une décision de limitation. Donc, autant que faire se peut, ne décidez pas ça tout seul. Même si les circonstances s'y prêtent et que c'est toujours ce qu'on fait, je sais, il faut essayer de ne pas le faire. Donc la question, elle est mauvaise à la fois sur le verbe, le sujet. Je pense que dans Mélie, ça m'a fait rire, mais bon, si vous pensez que c'est Voli dans votre réanimation, peut-être, mais je ne crois pas. Je crois que c'est les lits de l'hôpital, c'est les lits de la société, et que finalement, la vraie question, elle est plus sur la justice, qu'on va dire, distributive. Est-ce que c'est vrai? On peut se poser la question dans un... Et encore, on a de la chance, hein. On est dans des pays développés, mais si j'ai que 12 lits et que tous mes lits sont pleins avec des personnes âgées métastatiques avec des cancers de mauvais pronostic et que je suis obligé de transférer cette jeune femme avec son choc septique à Escherichia coli sur sa pyélonéphrite, c'est une perte de chance. Et que, est-ce que c'est vraiment juste d'avoir occupé tous mes lits avec ces patients? Mais ce n'est pas mes lits, c'est les lits de la société, c'est les lits de l'hôpital. Et puis le cancer métastatique, je pense que vous aurez compris que ça, pour le coup, ça ne veut rien dire. Parce qu'un cancer métastatique, entre un sein métastatique qui a 20 ans devant elle, avec tous les traitements qu'on a, et le poumon dont je vous ai parlé, qui ne va pas bénéficier de tous les traitements parce qu'il n'a pas les bonnes mutations, c'est quand même pas du tout la même chose. Un pancréas métastatique, malheureusement, je crois qu'un pancréas métastatique, c'est complètement différent. Donc, un patient avec un cancer métastatique, il n'existe pas, ce patient-là. Donc, ce n'est pas la bonne question. Je ne l'ai pas, la bonne question, mais je pense que ce qu'il faut, c'est surtout définir un projet de soins global. Et quand je dis un projet de soins global, ce n'est pas que des mots, genre, on entend partout, il faut anticiper, communiquer, définir un projet de soins global. C'est vraiment important, et vous le verrez arriver. Toutes ces thérapeutiques, elles sont de plus en plus agressives. Elles marchent très bien, mais elles sont de plus en plus agressives. Et elles ont des effets secondaires, notamment l'immunothérapie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des patients qui font les complications spécifiques de l'immunothérapie, mais ils ont ça ressemble à un choc septique avec une déférence multiviscérale, c'est juste que ça marche. Et finalement, la réanimation fait partie du traitement. C'est-à-dire que c'est un traitement, c'est un pack. Ce traitement-là, il va avec la réanimation, qu'on sait que ça va leur faire ça. Donc soit on leur propose, et leur refuser la moitié du traitement, c'est illogique, soit vous allez faire partie du projet de soins, vous allez faire partie, entre guillemets, de la chimiothérapie. La réanimation va faire partie de la chimiothérapie. Donc il faut bien l'avoir défini. Et je pense que, malgré tout, ce à quoi il faut s'astreindre, parce que comme vous l'avez vu, je n'ai pas de réponse à toutes les questions, encore moins à celle du haut, mais ce qui est sûr, à mon avis, c'est qu'on n'arrivera pas à, même si ça se développe très vite avec l'intelligence artificielle ou tout ce que vous voulez, on n'arrivera pas à l'incertitude zéro, à arriver à la médecine prédictive, enfin en tout cas pas de mon vivant, à la médecine prédictive pour un patient, je saurais si il va survivre aux 3 mois qui viennent. Et donc le mythe de l'incertitude zéro, on n'y arrivera pas. Et donc je pense que la chose qu'il faut qu'on fasse, c'est apprendre à décider, parce qu'il faut décider malgré cette incertitude. Et il y a des façons de faire, il y a des façons d'apprendre. Et c'est peut-être le lien avec l'orateur suivant d'ailleurs, d'apprendre à décider malgré l'incertitude. Je vous remercie de votre attention.